Et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour Tiny Epic Dungeons. Donc c'est le nouveau jeu de Gamelin Games. Donc ici c'est une version deluxe de Tiny Epic Dungeon dans lequel vous avez Meeple pour les minions mais également pour les boss du jeu. Alors que normalement les boss du jeu sont représentés par ce symbole là. D'accord. Donc un peu moins sympathique, même ça fait un peu l'œil de Sauron. Mais avec des meeples comme ça, on se trouve devant des bons boss bien sympathiques. Les héros du jeu, eux, sont sous forme de figurines en plastique. Pas les plus détaillées du monde, mais elles sont sympas et elles suffisent. Et au moins, on peut bien les différencier sur le plateau. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner mon avis. J'ai fait une partie complète, donc jusqu'au combat de boss. Je vais vous présenter un peu les mécaniques du jeu. Et enfin, je terminerai pour vous donner mon avis, ce que je trouve bien, ce que je trouve un peu moins bien. Et voilà, et vous ferez comme ça votre propre avis sur ce Tiny Epic Dungeon, donc le dernier opus de la série Tiny de Gamelin Games. Donc avant de commencer, je vais vous présenter un peu le matériel rapidement, j'ai déjà fait un unboxing dessus, donc je vous présente le matos rapidement. Ici, quelque chose de très important, vous avez la piste un peu du temps et d'une flamme qui se trouve, on va dire que c'est une flamme, une torche qui vous accompagne dans le donjon. Ça va servir de timer au jeu, donc c'est un dungeon crawler avec un timer. Un timer donc de fin, c'est-à-dire que si jamais la torche arrive sur ce crâne, vous perdez la partie, mais également un rythme d'event, donc vous avez deux events différents sur le jeu, l'apparition de gobelins qui vont venir vous déranger pendant votre partie. Si jamais on doit faire apparaître un nouveau gobelin, il peut y en avoir que 4 au maximum à ce moment-là, et qu'on doit faire apparaître un 5e, on perd la partie. Et l'activation des monstres, donc des gobelins, des minions, c'est un autre type de monstre un peu plus costaud, et du boss, donc qui est avec ce petit symbole ici, comme ça. Voilà pour cette fiche. Ici, vous avez un rappel des récompenses contre les minions. Donc, quand on gagne contre un minion, on va faire remonter la flamme, donc on va gagner du temps, et on va pouvoir choisir deux loots différents, donc 2 sorts, 2 loots, enfin 2 équipements, ou un loot, un sort. Voilà, sur cette carte-là. Donc, c'est quand même une carte super importante dans le jeu, et le point de départ dépend du nombre de joueurs. Donc, à 4 joueurs, on commencera d'ici, à 3 joueurs ici, à 2 joueurs ici. Cette fiche est recto verso, puisque en fait, quand on va commencer à vouloir attaquer le boss, donc quand on aura repéré son lieu, on va retourner cette carte et on passera à l'acte 2. Pareil, on se placera en fonction du nombre de joueurs, et on aura aussi un décompte final, les gobelins étant toujours là. Et on aura une nouvelle action, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on va trouver donc dans le jeu? La règle du jeu, qui est plutôt bien faite, mais n'est pas suffisante, je trouve, pour apprécier le jeu. Je reviendrai, il y a tout, mais c'est condensé. Je trouve que c'est un peu trop condensé, c'est le problème des Tiny Epic de toute façon, c'est qu'ils sont quand même des jeux sympas, avec quand même pas mal d'interactions entre les composants, je veux dire. Et du coup, parfois les docs un peu en format réduit, c'est pas toujours évident. Et vous allez voir que dans ce jeu, vous avez quand même une partie apprentissage importante qui concerne les icônes. Par contre, rassurez-vous, une fois qu'on a passé cette étape d'apprentissage des icônes, et puis avec l'aide adéquate, ça marche vraiment très bien. On a donc les cartes de boss. Les cartes de boss sont recto verso. Vous avez cette phase-là qui est pendant la durée de l'acte 1. Donc la durée de l'acte 1 qui consiste à repérer, à chercher l'antre du monstre, du boss, qui vous indique en fait le nombre de minions que vous aurez à combattre avant de pouvoir débloquer, avant de pouvoir aller attaquer le boss. C'est-à-dire que vous pouvez trouver l'endroit où il loge, mais tant que vous n'avez pas éliminé 2 minions, donc deux sous-boss on va dire dans le jeu, vous ne pourrez pas l'attaquer. Donc ça représente une porte, et dès qu'on l'a fait, hop, on retourne et on trouve le boss. Donc il y a pas mal de cartes boss, très sympa pour rejouer au jeu. Vous avez des cartes héros, avec un résumé des icônes ici. Donc il y a aussi un bon paquet, alors j'ai les extensions, donc je ne sais pas comment se fait la répartition, mais vous avez un bon paquet de cartes héros. Les cartes héros, c'est simple, vous avez les informations de focus qui vous servent pour faire des actions, pour certaines actions et des tests de compétences, pour les améliorer aussi. Vous avez les points de vie, vous avez les caractéristiques force, agilité, magie, enfin intellect. Vous avez éventuellement des compétences supplémentaires, une compétence spécifique au héros, et ici, les équipements de départ. Sachant qu'après, quand on va trouver des cartes d'équipement, on va pouvoir placer la carte dessus, ça remplacera l'équipement de départ. Ici, vous avez le nombre de sorts maximum, le nombre d'amulettes maximum. Et voilà, et ici, vous avez l'emplacement pour la carte armure. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On retrouve des
cartes qui vont représenter les salles du donjon. Donc les salles de donjon se présentent comme ça, vous avez ce petit icône qui représente une salle. Et ici c'est une carte de piège, donc il y a différents types de cartes salles. Ça c'est les salles qu'on va pouvoir avoir au maximum, enfin qu'on va avoir souvent dans le donjon. Vous avez des cartes spécifiques qui sont les points de spawn des minions. Ce sont celle-là, avec le petit icône de minion en haut à gauche. Le point d'arrivée dans le donjon, donc c'est l'escalier. Alors sur le playmat, ici on l'a directement au milieu, il est déjà présent, donc c'est pas la peine de le mettre. Et vous avez l'antre, donc c'est ce qu'on va rechercher, avec ce petit icône-là, c'est l'antre du boss qu'on va essayer de trouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les cartes de gobelins, donc, les fameux gobelins qui vont arriver, donc il peut y en avoir que 4 maximum dans le donjon. Si un 5e doit apparaître, on perd la partie. Donc voilà, les gobelins ils ont différents types, et les extensions ramènent des nouveaux. Ça, ce sont les cartes minions, donc vous voyez que les gobelins ont 1 point de vie, hein, donc ils sont plutôt faciles à éliminer. Et par contre, les minions, ils sont un peu plus costauds, ils ont 8 points de vie, 7, 8, 6, 8, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Ils font un peu plus de dégâts, ils ont des façons de faire différentes des dégâts et des façons d'agir différentes. On a un gros paquet de cartes loot, donc celui-là, on l'a même pas fait entièrement sur notre partie, on l'a pas vidé entièrement. Alors le loot, c'est un peu particulier, quand on peut récupérer une carte de loot dans le jeu, dans Tiny Epic Dungeon, on choisit soit du paquet de loot, soit de la défausse. Sachant que parfois, il y a aussi des effets qui vous font prendre que depuis la défausse. Et c'est assez important parce qu'il n'y a pas d'échange entre personnages, donc c'est le seul moyen de pouvoir échanger des objets entre personnages, ça va être de le passer par la défausse. Donc ça veut dire qu'un personnage va pouvoir ne pas prendre un équipement ou le défausser parce qu'il le remplace, et un autre personnage, en gagnant du loot, va pouvoir le récupérer. Mais il n'y a pas d'échange direct entre personnages. Et ici, ce sont les sorts. Donc les sorts, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est pas gros, mais ça suffit dans le jeu. Ici, il y a un emplacement, alors, je sais pas, vous le voyez pas sur le playmat, mais c'est pour les potions, il y a une extension de potions. Alors l'extension de potions, c'est donc des potions supplémentaires à faire, des potions assez puissantes, qui viennent avec 2 gobelins supplémentaires et une pièce en plus, qui est le laboratoire. Donc en fait, c'est le 3 moyens pour récupérer des potions, ce sera d'éliminer ces gobelins-là, ou de tomber sur le laboratoire. Vous avez aussi l'extension Stories. Donc Stories, c'est un peu particulier, ça vous donne des quêtes supplémentaires. Et ça vous rallonge donc la durée aussi du jeu, de la partie. Hein. C'est plutôt pas trop petite. Donc ça vous fait des quêtes supplémentaires, on peut faire 1 ou 2, et un nouveau niveau de donjon. C'est-à-dire qu'on va refaire un donjon, et dans la deuxième partie, donc ici il y a une carte pièce pour trouver l'escalier pour descendre dans le niveau supplémentaire, afin de refaire une quête, ou pas, et de trouver l'antre du boss. Donc ça rallonge la durée des parties, ça vous donne des objectifs aussi, potentiellement, donc des mini-histoires. C'est plutôt cool. J'ai encore essayé, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, c'est plutôt sympa. Ça peut vraiment vous changer le type de partie. Donc l'objectif du jeu dans Tiny Epic Dungeon, toute extension mise à part, ça va être de trouver l'antre du boss et d'éliminer le boss. D'accord ? Donc le jeu se déroule en 2 actes. Un premier acte, on va essayer de chercher l'antre, et dès qu'on décidera d'ouvrir l'antre pour affronter le boss, on retournera et un nouvel acte va se dérouler. Donc à chaque fois une limite de temps et des events sur la timeline. Chose super importante dans Tiny Epic Dungeon, c'est le tour de jeu, comment il se déroule. Voilà, donc en fonction du nombre de joueurs, 4, 3, 2, on placera la flamme. Un joueur va jouer. Une fois qu'il a joué, on descend la flamme et on résout s'il y a un icône, donc l'icône d'activation des monstres ou apparition de gobelins, ou rien du tout. L'autre joueur va jouer, là je vous fais une configuration de joueurs, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que quand on a 4 joueurs, on passe ici, et qu'il y a pas mal de choses, sans les 4 premiers tours des joueurs, il n'y aura pas d'activation particulière, sinon ça pourrait être compliqué. L'apparition de gobelins, ça fait apparaître des gobelins sur l'entrée du donjon. Donc l'entrée du donjon est toujours au centre, l'apparition des gobelins fera toujours apparaître des gobelins au centre ici. L'apparition des minions arrivera quand on trouvera une pièce de ce style-là, où on tirera une carte mignon, et on fera apparaître le mignon dessus. Donc voilà, le but est plutôt simple dans le jeu. Qu'est-ce qui va être sympathique à faire ? En fait, le tour de jeu d'un joueur, quand il va s'activer, ça va être de faire une action héroïque, un déplacement, dans n'importe quel ordre, et autant d'actions gratuites qu'il veut. Donc la première information qu'il faut avoir dans le jeu, c'est quoi ? C'est que l'action héroïque, c'est donc l'action unique un peu du tour, c'est des actions qui sont représentées par un icône bleu de ce style-là. Je vais le trouver ici. Tout ce qui est en icône bleue comme ça ici, c'est une action héroïque. Donc là, par exemple, son attaque, c'est une action héroïque.
il ne pourra pas en faire une deuxième dans le tour, sauf carte qui lui permettrait de le faire. Ici, la main, ça représente un sort de magie, c'est une action héroïque, elle est en bleu. Par contre, ici, la recherche, qui va permettre de trouver une carte de loot quelque part contre une dépense de points de focus, est une action gratuite. Donc c'est vraiment la chose principale dans le jeu, une action héroïque, une seule, et N actions, plusieurs actions gratuites. Et la mécanique du jeu va faire que vous allez chercher à pouvoir faire le maximum d'actions gratuites vous aidant dans la partie, ou éventuellement pouvoir répéter des actions héroïques si vous en avez l'occasion. C'est plutôt rare quand même. Sachant que les actions héroïques sont toujours les plus fortes dans le jeu. Donc voilà, et tout le loot que vous allez récupérer, tous les équipements que vous allez récupérer et les sorts vont avoir ce genre d'informations. Je vais prendre une carte de loot complètement au hasard. Vous voyez que celle-là, c'est les griffes de panthère. Vous avez une action ici qui était une action héroïque, donc cette action-là, je pourrais la faire aussi une fois dans mon tour. Là, j'ai une robe de phénix qui me permet de faire une action gratuite, qui me permet de me téléporter en fait contre 2 points de focus. Et là, du coup, avec cet équipement-là, je vais pouvoir faire cette action gratuite. Donc voilà, le jeu va s'articuler comme ça. Le déplacement. Donc le déplacement, vous avez aussi le droit à un déplacement. Le déplacement va être interrompu par le fait de tomber sur une case où il y a un monstre, donc soit parce qu'il était déjà présent, soit parce qu'on le révèle. À ce moment-là, on considère que c'est une embuscade, et le monstre va vous faire 1 point de dégâts, comme embuscade. Si c'est un minion, c'est 2 points de dégâts. Et à ce moment-là, ça termine votre mouvement. Vous ne pouvez pas continuer votre mouvement au-delà. Quand vous faites une action héroïque, c'est la même chose, ça vous arrête votre mouvement. Donc si vous restez des points de mouvement, les points de mouvement sont indiqués sur la fiche de personnage ici, ça met fin à votre mouvement. Quand vous faites une action gratuite, ça ne met pas fin à votre propre mouvement. Donc ça veut dire que vous pouvez marcher dans le donjon, faire des actions gratuites et continuer votre mouvement. C'est quand même relativement important. Et évidemment, puisqu'il y a des règles, il y a des équipements ou des sorts pour contourner ces règles. Donc vous avez des règles qui vont vous permettre d'avoir des déplacements silencieux ou discrets, qui vont empêcher que votre mouvement s'arrête si vous rencontrez un ennemi, car vous pouvez continuer votre mouvement, ou si vous faites l'action héroïque, non, ça vous arrête votre mouvement. Mais voilà, vous avez certaines choses qui vont vous permettre de contourner un peu les règles. Un ennemi ne vous empêche pas de sortir de sa case, c'est-à-dire qu'en fait ça interrompt le mouvement, mais si j'ai une autre capacité, que je peux utiliser une action gratuite qui me permet de refaire un mouvement, ou une action même payante, à ce moment-là, je vais pouvoir refaire un mouvement et sortir de l'endroit où se trouve le monstre. D'accord ? Ça met seulement fin à mon mouvement. Donc voilà, c'est vraiment des petites mécaniques super centrales, et tout le reste va en découler. Et alors, la première chose à voir, c'est que, quand on commence le jeu, vous voyez que quand on prend une fiche de personnage, vous avez plein d'icônes. Hein. Donc vous avez OK, je sais que c'est une action héroïque, je sais que c'est une action gratuite, et vous avez des choses derrière qui arrivent. C'est pas tout le temps évident, alors là, à la limite, celles-là, elles sont simples, mais parfois, elles vont être beaucoup plus compliquées à comprendre. Vous allez, voilà, celle-là, par exemple. Ici, encore un icône différent. Voilà, vous avez différents icônes qui vont arriver. Donc, il n'y a pas de texte, ce ne sont que des icônes. Et évidemment, il va falloir s'habituer aux icônes et comprendre ce qu'ils veulent dire. Et parfois, c'est pas intuitif. C'est pas intuitif, en tout cas, la première fois qu'on le voit. Donc, c'est pour ça qu'il est fortement conseillé, je pense que tous ceux qui ont fait des vidéos sur Tiny Epic Dungeon, et même dans les forums, on conseille d'imprimer une aide qu'on trouve sur BGG, qui, pour moi, aura dû être fournie avec le jeu. C'est le problème des petits formats. Mais là, vous avez toutes les compétences donc, de tous les héros, des cartes d'équipement, même de l'extension Stories, des sets d'armure. Donc dans le jeu, on peut reconstituer des sets d'armure qui vont vous octroyer un bonus supplémentaire au-delà des actions qu'ils rendent disponibles. Ça va vous permettre d'avoir des effets dans le jeu. Les cartes de sorts, les cartes de potions, les cartes de pièces, donc pour savoir les actions des pièces, parce que dans les pièces, vous avez également des actions possibles. Donc là, ça c'est un piège, je vous expliquerai comment ça marche. Mais vous avez aussi des icônes il n'y a que ça, hein. On va trouver que des icônes, il n'y a pas de texte. Donc c'est super cool, par exemple pour moi pour travailler, lapsus révélateur, pour jouer avec mon fils, c'est super cool, il n'y a pas de texte en anglais, même s'il commence à comprendre certains mots d'anglais, il n'y a pas trop de texte à lire. Bon, par contre, il faut savoir à quoi ça correspond. Et ici, donc, vous avez l'explication en clair de l'effet. Ça permet deux choses, ça permet d'apprendre plus facilement les icônes, parce que en fait, quand vous allez retrouver l'icône quelque part, vous allez comprendre tout de suite ce que ça fait, et ça c'est très bien. Et d'être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et surtout qu'il y a certaines icônes qu'on voit très peu, donc ça évite l'interprétation, ça évite de se poser des questions,
c'est très bien expliqué. Donc voilà, moi j'ai imprimé ça, je crois que tout le monde l'a fait. Et comme ça, quand on a un doute, on ouvre, on regarde ce que ça fait exactement, et on se rassure ou on comprend très vite. Donc effectivement, c'est comme un point négatif, je trouve, dans le truc, hein, c'est que le jeu en lui-même, il se suffit, on pourrait comprendre, mais c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. Parce qu'en fait, pour les icônes, vous avez seulement... donc au dos des fiches personnages, vous avez un résumé des icônes, donc les gains, les trucs comme ça. Mais ça vous explique factuellement ce que c'est que l'icône. Après, parfois, l'interprétation de l'action telle qu'elle va se dérouler, le timing et autres, il n'est pas évident à comprendre. Et là, c'est pareil, à la fin de la doc, vous retrouvez ça. Je ne sais même pas s'il y a tout en complet, donc vous avez 2 pages avec les icônes. Mais c'est pas en situation, donc c'est un peu plus compliqué. Vous avez quelques exemples qui sont sympas, mais qui sont pas complets. Je trouve franchement que l'aide que je vous ai fait voir, que j'ai récupérée sur BGG, est importante pour une première partie en tout cas. Je pense que je pourrais très bien faire une deuxième partie sans quasiment la regarder, sauf pour des actions que j'aurais jamais vues par exemple. Donc un truc qui est super cool, c'est que en fait vous allez avoir je passe directement sur la typologie du jeu. Vous avez déjà une idée, hein, je pense, comment ça va se dérouler. Donc les cartes ici, avec les playmats, c'est assez pratique. On se rend compte qu'on peut avoir, donc, on va mettre sa carte de héros ici. On aura le droit à une carte armure. Si on en veut une autre, on la remplace et on défausse l'autre. Donc la défausse permet de passer des objets aux autres coéquipiers. Une carte dans chaque main, 2 pendentifs. Ici, comme c'est rappelé sur la fiche de personnage, soit une potion, un sort, soit 2 sorts, soit 2 potions. Tout tient sur le playmat, donc ça c'est plutôt cool. On voit la surface de jeu du personnage. Vous avez les petits tokens ici pour le focus et pour les points de vie. On va parler, avant de parler de considérations plutôt de gameplay global, les tests de compétences et les attaques, comment ça se déroule. Je prends une attaque basique, parce qu'après le reste va en découler. Vous voyez qu'ici, son action héroïque principale, c'est une attaque de mêlée, sinon ce sera un arc pour la distance, et puis il y aura une ligne de vue où il y aura une distance indiquée. L'icône qui est derrière, ça indique la caractéristique de base, donc ça sera soit la force, soit l'agilité, soit l'intellect. Et ici, il y a un -1, donc ça veut dire que je vais lancer le nombre de dés qui est indiqué par le nombre de cubes ici, et je vais mettre -1 sur le résultat global des dés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va cumuler ces dés-là pour l'attaque, on va additionner les dés. Et les dés, ils sont un peu particuliers. Vous avez donc 6 faces, mais quand je les lance, si je fais un résultat ici, voilà. En fait, je vais choisir qu'un seul dé qui a une valeur, et je vais pouvoir additionner tous ceux qui ont un plus dessus. Ça veut dire que là, mon résultat, par exemple, il est soit... j'ai 2, 3, alors on va prendre un autre exemple. Admettons que j'ai 4 et 3, et 1 plus 1. Je peux avoir +1 ou +2. D'accord. Donc à ce moment-là, en fonction du test que j'ai envie de faire, donc si c'est un combat, c'est par rapport à l'armure de l'adversaire, si c'est un test, j'ai un niveau de difficulté du test, et puis on me dit quelle caractéristique ça se trouve. Donc je vais devoir prendre qu'une seule valeur, sur tous les dés, et éventuellement ajouter des bonus. Alors pourquoi éventuellement, et pourquoi pas tous directement ? C'est parce que tous les dés que je ne vais pas utiliser, je vais pouvoir récupérer les symboles qui sont dessus, donc de focus par exemple, ou sur le 6 de points de vie. Donc ça veut dire que si je fais ça par exemple, j'ai besoin que de faire un test de 5, admettons, je peux soit décider de prendre le D6, puisqu'il est supérieur ou égal à ma valeur de test, et ça réussit mon test, et à ce moment-là, les deux que je n'utilise pas, je garde les symboles, donc ça fait gagner 3 focus, ou alors je dis, j'utilise 4 plus 1, ça fait 5, ça réussit mon test, et comme valeur, comme dès que je n'utilise pas, je récupère 1 point de vie. Voilà. Donc c'est là où vous allez avoir du choix aussi à faire quand vous allez faire des tests de compétences. Les valeurs que vous les récupérez avant d'assigner les dégâts et avant de continuer votre attaque. C'est important parce que parfois, pour les sorts surtout, vous voyez qu'ici un sort, ça me demande de faire un test de magie, ça m'indique l'icône d'intellect, donc ici par exemple j'ai 3D, et ça me demande une valeur de 6. Et si j'ai réussi, il y a une petite coche verte, si j'ai réussi, il faut que je dépense 2 focus. Ça veut dire que potentiellement le sort, je peux quand même le lancer si j'ai plus de focus, je suis à 0. Je peux quand même le lancer parce que pendant que je vais faire mon test, je vais potentiellement récupérer du focus sur les dés. Donc ça peut être aussi un moyen de dire, tant pis, j'ai pas de focus, mais j'ai absolument besoin de faire cette action-là, je vais le faire, et si je peux gagner du focus pour pouvoir le dépenser ensuite pour faire mon effet de sort, je vais le faire.
Voilà. Si jamais je rate de toute façon mon test, je ne peux pas récupérer de valeur sur les dés, et du coup je ne pourrai pas faire le sort de toute façon. Donc la mécanique est super sympa. Au départ, je la comprenais pas. Pour un combat, et donc ça veut dire que par exemple, si je fais 5 ou si je fais 2, 2 et 2 sur les dés, je rate mon test parce que je peux pas additionner mon 1, 2 et 1, 2. Enfin, alors le 2 c'est un mauvais exemple, mince. Je peux pas additionner le 3 avec un autre 3. D'accord ? Je peux seulement additionner un dé principal avec une valeur avec des dés qui ont des plus dessus. Donc ça veut dire que le 1 et le 2 sont des bonus, et de 3 à 6, c'est une valeur. Donc parfois, il vaut mieux faire les petits scores sur le dé, parce que ce sont des bonus qu'on peut ajouter. Si j'arrive à faire plus 2 et 6, je fais un score de 10, en utilisant tous les dés. Si j'en ai besoin, ça peut être utile. Pour les combats, c'est utile, parce que les armures, on va devoir passer au-delà de l'armure des ennemis. Ils ont parfois 5, 4, de 4 à 7, je crois, ou 4 à 8 en défense. Et donc, on va retrancher, ça va faire les dégâts, ça va faire notre somme de dégâts, et on va retrancher le bouclier de nos dégâts. Donc c'est important de faire des gros scores. C'est important d'avoir des bonus sur les équipements qu'on va avoir, et ainsi de suite. Parce que de toute façon, si vous avez une arme, si vous avez 3 dés en caractéristiques, mais que vous n'avez pas de bonus sur votre arme, vous allez être limité à 10 en valeur maximum de ce que vous pourrez faire. 6 plus 2 plus 2. C'est tout ce que vous pourrez faire. Et c'est quand même plutôt rare de réussir à avoir le plus 2 et le 6. Alors en plus de ça, pour réussir à modifier un peu les dés après les avoir lancés, on peut aussi dépenser du focus. Je peux dépenser 2 points de focus pour descendre, enfin pour monter d'un niveau ou descendre d'un niveau un dé. Donc par exemple, je pourrais passer de 3 à plus 2 en dépensant 2 focus. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc, et ça fait que le jeu il est plutôt cool, sympa à utiliser, et qu'on va avoir cette gestion du focus qui est plutôt importante dans le jeu. Alors évidemment, les personnages qui sont magiciens, par exemple, ils ont beaucoup de focus, ceux qui sont guerriers, ils en ont un peu moins, même si ça leur est utile de la même façon. Alors, le truc intéressant dans le jeu, c'est que vous allez avoir une courbe de jeu qui va être un peu différente. La première, ça va être de chercher à explorer beaucoup, parce que le but c'est quand même de trouver l'antre, et l'antre elle se trouvera dans les dernières cartes des salles. Le deck de salles de cartes il est composé, en fonction du nombre de joueurs au début, il y a un nombre de salles qui sont mélangées, il y a un nombre de cartes mignons, de loot de ces cartes-là, qui sont en fonction du nombre de joueurs. Et dans les 4 dernières cartes, vous trouverez l'antre du boss. Donc de toute façon, ce sera forcément dans les 4 dernières cartes, mais vous ne savez pas laquelle. Et la carte du boss, du coup, maintenant que vous le savez, vous voyez que c'est un icône orange, ça veut dire que c'est une action gratuite de pénétrer dans l'antre, mais pour cela, vous devez avoir tué les 2 minions. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir retiré les 2 cœurs qui se trouvent ici, enfin placer les 2 cœurs de chaque minion, qui représenteront les points de vie des minions, ici pour dire, bah hop, ça déverrouille la porte. Et donc ça retourne, et voilà. Donc c'est très intéressant parce que vous avez une partie exploration, combat et recherche de loot pour augmenter votre personnage, parce que c'est bien de trouver l'antre, mais c'est bien de s'équiper correctement pour affronter un boss que vous ne connaissez pas, hein, vous le tirez au hasard, et la carte elle est cachée, donc vous ne savez pas ce que vous allez affronter. Et ça, moi j'aime bien ça, j'aime bien ce petit côté, je vais me stuffer, mais je ne sais pas pour quelle rencontre. Je trouve ça sympa, ça met du piquant dans le jeu. Et puis ça vous prépare un petit... Vous pouvez vous préparer, mais il faut se préparer à toutes les éventualités, donc c'est assez sympa. Et le truc, c'est que une fois que vous aurez beaucoup de cartes explorées, que vous aurez éventuellement trouvé l'antre, c'est pas que ça le jeu, ça va être d'utiliser les salles que vous avez trouvées. Donc ça va être de la gestion des déplacements, comment je vais pouvoir me déplacer pour aller dans cette salle-là, peut-être utilisation de portail pour se téléporter sur une tuile qui est déjà apparente. Vous avez cette partie exploration qui reste et qui est bien pour un dungeon crawler, et une partie utilisation de salles et donc un peu plus puzzle sur la façon d'utiliser les salles qui sont présentes, d'aller tuer tel mignon ou pas. Vous avez des salles qui vont vous permettre d'éliminer des minions directement en dépensant du focus. Je vais trouver celle-là. Elle est où, celle avec les poulies ? Vous avez des pièges aussi, je vais y revenir. Ah, voilà, ici vous avez une salle avec des feux d'artifice qui vont permettre de faire, en faisant un test, donc en faisant une recherche, de taper plusieurs monstres à 3 de distance, si on réussit un test de n'importe quelle compétence, c'est le point d'interrogation. Vous voyez que l'icône, là, maintenant je lis par cœur le Tiny Epic Dungeon. Et si c'est un succès, on peut dépenser de focus pour faire -1
à tous les monstres qui sont à une distance de 3. Donc ils vont se prendre les feux d'artifice. Et voilà la fameuse salle où c'est une action gratuite, je vais pouvoir dépenser 4 focus, donc le faire même plusieurs fois si je veux, pour éliminer directement un gobelin. Donc là, on n'a pas de combat, c'est que je l'élimine directement. Et du coup, cette salle, en fonction de l'endroit où elle sera découverte, en fonction de l'apparition des gobelins, de ce que vous aurez besoin de faire quand les gobelins apparaissent ou pour en éliminer certains, vous allez devoir savoir à quel moment le faire entre différents personnages. Et ça, c'est un côté bien sympathique. C'est pas que de l'exploration où je passe d'une pièce à l'autre et j'oublie ce qui s'est passé derrière, c'est que là, les pièces, elles restent en place, elles ont des effets, et ça va nous permettre soit de se soigner, soit de s'améliorer, soit d'éliminer les gobelins, soit de rechercher du loot. Voilà, elles vont toujours avoir un rôle, même une fois révélées. On n'abandonne pas les pièces qui sont explorées, et ça, pour le coup, ça change des dungeon crawlers qu'on a d'habitude. On a vraiment l'habitude de faire pièce par pièce, et d'oublier un peu ce qui s'est passé. Même si on aime bien laisser le plan, parce qu'on aime bien avoir un plan global d'un donjon qu'on fait, souvent les pièces qui sont derrière, on les oublie. Altar Quest, je pense que c'est le cas. Même si Altar Quest, en fait, on trouve il y a toujours un mobilier, en fait, qu'on pourrait utiliser quand on passe dedans, mais vu la progression dans Altar Quest, c'est quand même plutôt rare. Et tous les autres dungeon crawlers ont plutôt cette manie de faire découvrir de nouvelles salles pour aller jusqu'à un autre point et terminer l'aventure. Ici, pas du tout. L'exploration est une grosse partie intéressante du jeu, parce qu'il faut trouver l'antre, il faut trouver du loot, il faut trouver des choses, mais on va pouvoir revenir sur les pièces dans les différentes salles pour récupérer des choses, ou pour faire des actions. Donc ça, pour ça, c'est assez sympa. Et en plus de ça, donc quand on a le boss, la deuxième partie, le deuxième acte, un truc qui est très sympa, c'est que, donc on aura eu, dans notre exploration de donjon, par exemple à 2 joueurs, on aura eu 2 salles comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'elles vont se situer, hein, il pourrait y en avoir une ici et une ici, on n'est pas à l'abri, c'est que quand on décide d'affronter le boss, on va placer ces petits marqueurs-là sur les salles où il y avait des générations de minions, et qu'on a éliminé bien sûr. Sachant qu'il y en a aussi une qui sera présente sur la zone de départ, et c'est assez important, je me rends compte maintenant. Parce qu'admettons qu'on ait les salles qui sont ici, évidemment, il y a d'autres salles qui sont constituées ici. Alors évidemment, vous pouvez avoir des salles qui vont vous faire des choses comme ça, c'est les minions, c'est pas une bonne idée. Vous allez avoir des salles, quand on oriente les salles, on les oriente comme on veut, puisqu'il faut que notre porte communique avec ça. Mais par contre, vous pouvez avoir des effets comme ça, ce qui fait qu'ici, j'ai pas de communication directe, à part que je fasse un détour. Et ça a de l'importance dans le donjon. Quand on va affronter le boss, je vais prendre la liche, c'est ce qu'on a affronté. Vous voyez qu'il y a 2 emplacements pour les icônes qu'on a placées sur les spawns de minions. Ce qui va se passer, c'est que le monstre ici, il va avoir un nombre de marqueurs qui correspond aux 2 cœurs qu'il a, qui vont être placés là sur le maximum. Là, c'est l'exemple à 2 joueurs. Et donc ça veut dire qu'ici, il va falloir faire baisser les 2 cœurs. Pour l'éliminer, il faut que les 2 cœurs soient sur le 0. D'accord ? Et donc ça veut dire que quand on lui fait du dégât, on peut descendre n'importe quel cœur, ou les 2, on fait une répartition comme on a envie. Mais, arrivé ici, je ne peux pas faire descendre plus bas le niveau de vie du monstre si je n'ai pas retiré les 2 symboles qui sont ici, si je n'ai pas recouvert les 2 symboles qui sont ici. Et pour le faire, il va falloir emmener le monstre sur les endroits, dans le donjon, où il y a ces marqueurs-là, pour qu'en fait, la protection soit éliminée. Donc ça veut dire que si le boss, il rentre dans cette pièce-là, je prends le marqueur, et je le mets sur sa carte monde, sur le premier libre, ici. À ce moment-là, je pourrais lui faire descendre ses points de vie à 3, là, pour ce monstre-là. Et il faudra que je l'emmène aussi ici, pour lui faire ce marqueur-là, et le mettre ici, afin vraiment de lui enlever tous ses points de vie. Sinon, je ne pourrais pas faire descendre les points de vie plus bas. Alors évidemment, si je peux aussi l'emmener sur l'entrée, puisqu'il y a un marqueur sur l'entrée. Et je pense que le truc est fait exprès, parce que si vous aviez un donjon dans lequel vous étiez comme ça, ce serait quand même un peu fastidieux de pouvoir faire déplacer le boss sur cette case-là, puis cette case-là. Donc ça raccourcit, avec l'entrée, ça vous raccourcit la distance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aussi, il va falloir pouvoir attirer le monstre, le boss en tout cas, sur ces lieux-là. Et quelle est l'action qui arrive ? En fait, dans la deuxième phase, dans l'acte 2 du coup, vous avez ici une action supplémentaire. Avant, vous aviez quelque chose pour révéler des salles. Ici, vous avez une action gratuite supplémentaire qui vous demande 2 points de focus, et vous pouvez le faire plusieurs fois, qui va... en fait, vous allez faire un taunt sur le monstre, vous allez le narguer, l'attirer, le défier, et il va se déplacer de son nombre de points de mouvement vers le héros qui l'a fait, en ignorant les autres héros. C'est ce qui va vous permettre d'attirer le monstre vers les points, comme ça.
Donc ça veut dire que dans cette partie-là, dans ce deuxième acte, contre le boss, il va falloir trouver le moment où vous allez faire l'attirer pour l'emmener sur ces sites-là, pour le descendre, et pouvoir placer ces deux pions-là. Donc jusqu'ici, on peut lui faire des dégâts, comme on veut, mais à partir de là, il va falloir lui placer des sauts pour pouvoir descendre encore plus bas. Et donc ça, c'est super sympa, parce que c'est-à-dire que le donjon, même quand on rencontre le boss, il existe toujours, il a toujours une utilité. C'est-à-dire on est toujours dans le donjon, les gobelins arrivent toujours, donc il n'y aura plus de minions, mais les gobelins arrivent toujours, donc ça peut vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Et ça rend un truc intéressant. En plus de ça, l'antre du monstre, elle est représentée, elle est physiquement représentée par des emplacements sur la carte du monstre. Ça veut dire que quand vous pénétrez dans l'antre du monstre, vous pénétrez par cette entrée-là. C'est-à-dire qu'en fait, entre ça et ça, vous avez un point de mouvement. Vous arrivez ici, puis après, avec d'autres mouvements, vous pouvez vous déplacer encore dans l'antre du monstre. Et vous avez des effets sur chaque zone qui se trouve là, sachant qu'ici, on se trouve tous à distance, en mêlée ou à distance du monstre en question. On peut faire n'importe quel type d'attaque dans l'antre. Et on peut utiliser les bonus potentiellement contre le monstre. Ça veut dire que nous, par exemple, dans notre partie, on s'est mis dans l'antre, on lui a fait descendre ses points de vie à un maximum, et après, par contre, on est parti pour l'attirer sur les points où il y avait les marqueurs. Bon, on a perdu notre partie à 1 point de vie, on a fait des boules, surtout mon fils, parce que ça se joue à peu, un point de vie du monstre, ça joue à peu, ça peut être le dé, ça peut être un bonus qu'on n'a pas pris, ça peut être une action qu'on a oubliée à un moment, ou qu'on n'a pas fait, et voilà, un point de vie, c'est pas grand chose. Sachant que la liche, elle se régénère à chaque fois qu'elle s'active. Elle se régénère d'1 point de vie à chaque fois qu'elle s'active. Et elle nous détruit du focus. Donc, d'ailleurs, le personnage d'Enzo qui aurait pu tuer la liche, il avait plus de focus à cause de la liche, justement. Et sinon, s'il avait eu du focus, il aurait pu faire le dernier point de dégâts qui était nécessaire. Donc voilà, donc c'est super sympa. Il y a vraiment 2 parties qui restent intéressantes toutes les deux. Peut-être que la première partie est plus fun, parce que c'est la partie exploration. Mais ça reste intéressant jusqu'au bout. Sachez que pour l'exploration, c'est que quand vous commencez, vous révélez les 4 cartes qui sont autour de l'escalier principal. Que pour explorer, donc c'est révéler une tuile, vous dépensez un point de mouvement, et une fois que vous l'avez fait, vous vous déplacez dessus, c'est obligatoire. Donc ça veut dire que vous ne savez pas sur quoi vous allez. Je retourne la carte qui est ici, je l'oriente pour pouvoir avoir la sortie que j'ai voulu prendre ici, je prends un personnage, donc j'étais ici, je révèle la carte, je l'oriente de façon à ce que je puisse rentrer dessus, donc je choisis l'orientation, je peux la mettre comme ça si j'ai envie, à l'envers. On va faire comme ça. Et je vais dessus, c'est obligatoire. Donc là, ici, il y a marqué qu'il y a une apparition de gobelin. Donc il va apparaître sur cette case-là. On prendra le premier gobelin qui est disponible, donc le premier marqueur. Ici, ce serait par exemple le 1. Et donc ça fera une interruption sur mon mouvement, je ne pourrais pas aller plus loin. Et ensuite, on tirerait une carte gobelin pour savoir quel type de gobelin arrive. On le mettrait là. Là, je pourrais très bien faire une action héroïque d'attaque pour essayer d'éliminer le gobelin. Une fois qu'on a fait ça, et une fois qu'on a révélé la tuile, de toute façon, pour toutes les entrées qui sont présentes, donc on voit la petite entrée qui est disponible, on placerait une salle en plus. Il y a des actions dans le jeu qui vont vous permettre de révéler des salles sans vous déplacer dessus. L'action de se déplacer en mode discret, vu qu'elle n'interrompt pas vos mouvements, vous pouvez continuer le mouvement et continuer à révéler des salles, donc c'est assez important dans l'esprit du jeu. Bon là, vous auriez un deuxième gobelin, et puis vous pourriez repartir, et ainsi de suite. En étant en discrétion, hein, sinon on s'arrête sur le premier. Donc voilà comment se fait l'exploration, ça veut dire qu'à chaque fois, dès qu'il y aura une carte qui a plusieurs ouvertures, évidemment je vais pas celle-là par exemple, donc celle-là je pourrais l'orienter comme ça, donc ça serait fermé entre les deux ici, et je révélerai une carte, hop, comme ça, et comme ça. Donc ça veut dire que les cartes elles vont se placer comme ça. Donc il peut arriver que vous révéliez des cartes cachées d'un côté, mais que vous continuez l'exploration d'un autre côté, et donc, il y a au bout d'un moment, l'antre, vous ne savez plus trop où est-ce qu'elle peut se trouver. Vous savez après que c'est les 4 dernières cartes, quand même, il y a une bonne indication. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on les met dans les 4 dernières cartes, on pourrait très bien décider de mettre l'antre n'importe où dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, il y a sûrement une raison de gameplay, d'équilibrage ou de choses comme ça. Parce que c'est pareil, les cartes de minions, elles vont pas arriver tout de suite, elles vont arriver un peu plus tard dans le jeu. Je sais plus comment ça se déroule, le deck de salle, il est fait en 3 parties. Vous avez un deck A, B, C. Donc dans le C, vous avez l'antre. Dans le B, donc dans la partie en milieu, vous avez les minions.
et la partie A n'a pas de minions. Et en fait, je pense que c'est pour avoir le temps de se stuffer un petit peu pour affronter les minions, sinon ça pourrait être très difficile. Mais pour le coup, je trouve que l'antre, par exemple, on pourrait la mettre n'importe où. Puisque c'est nous qui décidons à quel moment on va. Alors peut-être que c'est pour l'éloigner, on l'éloigne du couloir central pour pas que ce soit trop facile d'aller récupérer ce marqueur-là, peut-être. Il y a forcément une explication de gameplay de toute façon. Donc voilà, je vous ai fait à peu près le tour des mécaniques du jeu et donc moi, mon ressenti à moi, c'est très fun. C'est un dungeon crawler qui est très fun. Vraiment intéressant à jouer, il y a beaucoup de choix à faire, savoir où se trouve. Vite, on prend un réflexe pour savoir qu'est-ce que je peux faire comme action gratuite, parce qu'on sait que ça interrompt pas le mouvement, on sait qu'on peut en faire autant qu'on veut. Si je récupère du loot avec des actions gratuites, c'est super cool. Il y a une bonne coopération aussi. La coopération devient vraiment très importante. Par exemple, nous contre la liche, il y a un moment, pour l'attirer sur les différents points, on avait 2 points qui étaient très rapprochés pour les 2 minions. Ils étaient plutôt rapprochés. Ça s'explique aussi qu'ils soient rapprochés, enfin ils sont forcément rapprochés d'ailleurs en fait. Ils sont forcément rapprochés parce qu'on pioche les 2 cartes et on les mélange avec 6 cartes. Ah non, ils sont pas forcément rapprochés, il peut y avoir 6 cartes entre les deux. Mais là pour le coup, moi c'était rapproché, donc on avait nos 2 points de spawn qui étaient ici, et l'antre du boss qui était ici. Donc il avait fallu qu'on l'emmène jusqu'ici. Donc en dépensant du focus, alors que c'est un boss qui vous fait perdre du focus quand il s'active, à 2 cases de distance, donc autant vous dire que le focus, ça devenait une ressource nécessaire. Et en fait, on avait le guerrier, qui était le plus apte à faire des dégâts aux monstres, par rapport à mon magicien qui faisait pas grand-chose, contre le boss en tout cas, qui avait une capacité à se reposer, qui donnait pas mal de points de vie, même si là on n'en avait pas trop besoin, mais du focus, et qui donnait aussi, qui faisait du repos à d'autres alliés. Ce qui fait qu'on a fait un effet où moi j'appelais le boss, lui il se reposait, il appelait le boss aussi, et on a réussi à l'emmener jusqu'au dernier point. On a échoué à un point, mais on a vraiment dû faire de la coopération sur cette fin de partie, qui était assez intéressante. Et même le reste du temps, pour les actions qui vont impacter plusieurs joueurs, vous avez de la coopération à avoir pour être pas trop éloigné, faire des effets qui vont être bien pour tout le monde, savoir quels minions vous allez prendre, parce que si vous voulez récupérer du loot, il y a un moment, les gobelins par exemple, vous savez que vous allez récupérer du loot avec eux, et il y a un moment, vous allez vouloir stuffer, vraiment trouver quelque chose d'important en équipement. Soit une pièce d'équipement qui vous manque pour avoir un gros set d'équipement, soit une arme, soit avec des bonus. Et donc vous allez chercher soit les zones, par exemple là ça c'est un piège, je vais y revenir, mais vous avez des salles, vous allez pouvoir rechercher, par exemple celle-là, contre 3 focus, je vais pouvoir récupérer une carte de sort ou de loot qui a été défaussée. Parfois c'est sympa parce qu'on les a défaussés au début, on n'en voulait pas, et il y a un moment on veut les récupérer. Donc vous allez rechercher ces salles-là aussi. Et c'est ça qui est plaisant dans le jeu, c'est que vous n'avez pas que avancer et taper, et avancer et taper. Il y a vraiment cette recherche de savoir où est-ce que vous allez pouvoir récupérer des actions intéressantes, où est-ce qu'elles se trouvent, comment vous allez faire, comment vous allez manier le boss. Et ça fait vraiment quelque chose d'intéressant, au-delà de l'exploration et de taper les monstres. Sachant que finalement, on tape pas tant de monstres que ça dans le jeu. Vous avez les gobelins, vous avez le nombre de minions qui correspond au nombre de joueurs, et le boss. En fait, vous n'avez pas de gros paquets de monstres à éliminer. Peut-être que ça plairait pas à tout le monde, du coup. On est vraiment à l'opposé d'un Shadows of Brimstone, où on avance, on a une pelle de monstres qui arrive et qu'il faut éliminer, et on passe une nouvelle salle et on risque d'avoir une pelletée de monstres à nouveau. Ici, non, c'est un peu plus fin que ça, j'aime bien. Alors du coup, forcément, vous avez des decks de minions. Alors par contre, par exemple, à 2 joueurs, ce qui est bien, c'est qu'à 2 joueurs, on a pris que 2 minions dans ce tas-là. Donc les autres, on les a pas affrontés. Donc en termes de rejouabilité, on a une bonne quantité. Les gobelins, vous les voyez tous forcément dans une partie. Vous les revoyez même plusieurs fois. Mais ils ont des effets sympathiques. Et en plus, eux, quand ils s'activent, soit ils se déplacent, soit ils attaquent, parfois ils font les deux. Et ils attaquent tous les héros. C'est-à-dire qu'ils vont faire, par exemple, lui, il va faire le Boomy Goblin. Soit il se déplace, soit il attaque. Par contre, à 2 de distance, s'il doit attaquer, c'est-à-dire s'il y a des héros à 2 de distance de lui, il va faire moins 2 points de vie à tous les héros qui sont à 2 cases. Donc voilà, vous avez différents effets sur les gobelins aussi, qui sont bien sympathiques. Voilà, le jeu est vraiment intéressant. Je trouve marrant et intéressant à faire. Et il est agréable visuellement. Je trouve que le matos, il est très coloré, c'est très 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 sympa. Il a un peu un look à la... Je sais plus comment s'appelle le jeu de chez Blizzard, là, le jeu de cartes.
C'est un peu ce style-là, je trouve. C'est très sympa, vraiment très agréable. Et puis, c'est pareil, on a un paquet de cartes héros, ce qui fait qu'on a du choix, on a vraiment du choix pour composer son équipe. Forcément, si vous jouez à 4 joueurs, alors je pense que ça peut être un peu plus long déjà, en termes de partie. Nous, on a dû faire 2 heures de partie. Peut-être plus que 2 heures avec le boss, mais en apprenant, donc je pense que la prochaine partie sera plus rapide. J'essaierai en solo pour voir combien de temps ça met. Mais voilà, il y a du choix, on peut vraiment prendre différentes choses, et puis une fois qu'on connaît le jeu, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait avec 2 personnages. D'ailleurs, je crois qu'on a recommencé notre première partie, parce qu'on s'était trompé. On l'a perdu, peut-être même la première partie, on a perdu. Et c'est la deuxième partie, on a failli gagner contre le boss, mais la première partie, on a perdu avant la fin de l'acte 1. La torche est arrivée à la fin de l'acte 1. Mais vous avez vraiment différents types de héros, et quand vous connaissez les pouvoirs et ce que ça fait, parce que vous savez lire les icônes au bout d'une partie, et bah, ça devient sympa de dire ah ouais, celui-là il fait ça, il y a une telle action gratuite, telle action payante, enfin telle action héroïque. C'est super sympa. Par exemple, celui-là, le Dwarf Fighter, il a une action gratuite qui est le Shield Bash. Alors ça lui dépense 5 de focus, hein, c'est son total de focus qu'il a, il ne peut pas avoir plus. Mais ça élimine directement un gobelin dans la même pièce, en action gratuite. Vous voyez que ça peut être sympa aussi. Ça coûte cher, mais ça peut être pratique. Ça peut être pratique pour récupérer un loot vite fait, parce que les récompenses des gobelins sont différentes. Voilà. Je trouve que le titre fonctionne très bien. Pour moi, je crois que c'est mon titre préféré dans la série. J'ai pas assez joué à Zombie, mais ça me paraissait pas aussi fluide, aussi clair. C'est à cause des plateaux, j'étais moins fan des plateaux. C'était encore plus puzzle que celui-là, je trouve. Mais là, pour un dungeon crawler, moi je vous le recommande. Je trouve que c'est vraiment un dungeon crawler très sympa. Alors après, en termes de matos, j'ai pris le playmat et je trouve qu'il apporte vraiment un plus. J'adore avoir mon donjon se construire dans le playmat. Si c'était sur une table, ça serait sympa, mais ça ferait pas le même effet. On aurait les cases les unes à côté des autres. Alors, ça représente le donjon quand même. J'aime bien la présence du playmat. Je trouve qu'elle est très agréable. Maintenant, ça marche sur une table, pas sans souci. Les playmats des joueurs sont très cool aussi, mais c'est pareil, ils sont pas forcément utiles. On peut organiser sa zone. C'est quand même pas très grand, j'aime bien ça aussi, c'est pas si grand que ça. C'est vraiment très bien foutu. On peut regretter quoi ? Peut-être on voudrait avoir plus de minions, plus de boss, plus de variété de gobelins. Mais après, bon, faut voir sur l'équilibre du jeu. Plus de sorts, et autant plus de sorts différents. On aurait plus de tout, mais c'est pas le format du jeu, c'est pas prévu pour ça. Donc c'est pas le jeu que vous allez faire en campagne. Si vous voulez un jeu sympa et qui vous apporte quelque chose en plus en matière, si ça vous suffisait pas, vous avez de la variabilité dans le jeu. Ils ont trouvé des nouvelles formules pour faire deux boss, les quêtes, et trucs comme ça. Ça vous allonge le jeu, hein. En temps ça peut être long peut-être, mais si vous aimez, c'est sympa. Ici ils mettent level 2 objectives. Ah, c'est quand même pas mal. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'avec les extensions, par exemple, la salle qu'on a en plus pour les potions, ça va venir s'insérer dans le deck du milieu. Donc, ça va venir un peu grossir le deck, vous aurez plus de salles. Voilà. Moi, j'ai que plus les meeples, là, j'ai pris l'extension meeple, et vous avez les boss qui sont vraiment super sympas en termes d'illustration. Du coup, nous, on a affronté la liche, qui est ici. Et ça, c'est les mignons. En fait, on a rencontré l'araignée d'ailleurs. Et ils sont plus petits, les mignons. Forcément, d'ailleurs, même le troll, en fait, il est tout petit. On s'est dit, oh mince, il est tout petit ce troll là. Après, on peut le remplacer par des figurines si on a envie. Mais ça met de la couleur en plus, c'est toujours très sympa. Voilà, franchement, pour moi, c'est un bon jeu. Un bon jeu, agréable, fun. Tout ce que je recherche dans un petit dungeon. Enfin. Quand je dis un petit dungeon crawler, c'est pas si petit que ça. C'est pas aussi condensé que ça en temps. On est quand même pas sur un mini-rogue. Mini-rogue est beaucoup plus rapide, beaucoup plus serré aussi. Là, on est sur un dungeon crawler. On est entre un mini-rogue et un gros dungeon crawler comme on connaît tous. On est vraiment sur ce truc intermédiaire et je trouve ça agréable de l'avoir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas partir pour des jours et des jours. Vous allez pouvoir faire votre séance en une soirée ou en une après-midi. Même un peu moins, et c'est vraiment très sympa, vraiment très sympa. Tiny Epic Dungeon, mon avis, donc je vous recommande ce jeu, si ça vous plaît, le Dungeon Crawler. Il est en anglais, mais à part les règles, sur les cartes, vous avez rien en anglais, les mots, et après, évidemment, l'aide de jeu, pour l'instant, elle est qu'en anglais, peut-être que quelqu'un la traduira, hein.
Donc à la prochaine, c'était Tiny Epic Dungeon. Ciao ciao.